Bonjour à toutes et à tous. On va attaquer aujourd'hui le chapitre 3 du module de métrologie instrumentation. On parle de capteurs en physique. Donc le chapitre 3 concerne le conditionnement d'une mesure et on va parler surtout de circuits et amplificateurs opérationnels, les ampli-op, et puis également les filtres. Donc, on va commencer par l'utilité d'un conditionneur. Un conditionneur sur un capteur va permettre de récupérer le signal d'un capteur et le traiter pour en extraire une information donc exploitable, une information électrique. Donc, en particulier, on va trouver les opérations donc d'extraction d'informations relatives aux mesurandes, donc ce qu'on souhaite mesurer. On veut prélever l'information sans perturber le capteur. On va vouloir également très souvent amplifier le signal, linéariser le signal éventuellement, filtrer le signal et puis adapter le signal à l'interface utilisateur. Donc système d'acquisition, un automate, un régulateur, etc. Alors, les sorties habituelles pour un capteur conditionneur vont être 0,10 volts, 0,5 volts, d'autres niveaux de tension, donc assez simple à utiliser. On parlera pas mal aussi du 420 mA qui permet en plus de transmettre un signal à grande distance. On peut aussi avoir en sortie d'un capteur plus conditionneur un signal numérique. On verra au chapitre 4 sur les techniques de transmission des signaux de mesure. Donc on va commencer par l'amplificateur opérationnel dans cette vidéo et puis la vidéo suivante concernera les filtres. Donc voilà, un ampli-op, une image d'un ampli-op, vous voyez que ça fait en gros 1 cm de long, c'est un tout petit circuit intégré. Ici c'est un schéma, alors c'est plutôt la norme anglo-saxonne pour la représentation de l'ampli-op, avec donc voilà, des résistances, etc. On va voir ce qu'il fait cet ampli-op. Alors ses principales fonctions, donc il a été inventé en 1965 sous cette forme intégrée. C'est le plus utilisé des circuits intégrés linéaires, car il est très grand gain, bon marché, il vaut quelques centimes, il est très facile d'utiliser, il suffit de lui ajouter quelques composants passifs, donc résistance, inductance, condensateur, pour réaliser de très nombreuses fonctions électroniques. Voilà, quelques exemples de fonctions. Le montage suiveur, alors c'est sans doute le plus utilisé des montages à ampli-op. Il permet principalement de prélever une tension sans perturber l'électronique en amont, sans perturber le capteur en amont si c'est un capteur. On va trouver aussi le montage amplificateur, qui peut être inverseur ou non inverseur, des montages autres, additionneurs, soustracteurs, multiplicateurs, on en verra quelques exemples au fil de ce cours. On va aussi pouvoir faire des filtres actifs, on en parlera dans la deuxième partie de ce chapitre, et des montages dérivateurs, intégrateurs, etc. On peut aussi faire des montages comparateurs, notamment générer un signal modulé, un signal logique modulé, on en reparlera dans le chapitre 7 sur les actionneurs. On peut aussi faire des oscillateurs, des générateurs de fonctions, des convertisseurs analogiques numériques, numériques analogiques, etc. Alors j'ai scindé en deux cette liste parce que la première partie de la liste va concerner des ampli-op qui vont fonctionner en régime linéaire et la deuxième partie des ampli-op qui vont fonctionner en régime saturé. Donc, on verra le fonctionnement de ces deux types de régimes et voilà pourquoi on est dans un régime et pas dans l'autre, etc. Alors, une petite description, donc c'est un composant à semi-conducteur constitué principalement de transistors, donc qui vont être intégrés sur une puce en silicium. Donc c'est de format très très petit, encore une fois. Pour que l'ampli-op fonctionne, il faut qu'il soit alimenté, une alimentation double, par des tensions continues, on est sur du signal continu pour l'alimentation. On va l'alimenter en général en plus 15, moins 15 volts. Donc, ça peut être aussi plus 12, moins 12 volts, voire 0, 15 volts, etc. C'est un composant donc à 8 broches, qui va comporter au moins 2 bornes d'alimentation, 2 bornes d'entrée, une entrée plus, une entrée moins, donc une entrée non inverseuse et l'entrée inverseuse, et puis une borne de sortie qu'on note S. Alors on voit ici la structure interne qu'on peut dessiner d'un circuit intégré de ce type, et on voit ici à l'intérieur le symbole de l'ampli-op, mais j'en reparle juste après. Donc on va trouver l'entrée non inverseuse, alors c'est normalisé, c'est sur la broche numéro 3, la broche numéro 1 et celle qui est voilà, en bas à gauche, qui est du côté du petit témoin ici, donc c'est la broche numéro 1 sur cette image, elle est là. L'entrée E-, donc l'entrée inverseuse c'est la broche 2, et puis voilà, la broche de sortie c'est la broche 6, on a les broches d'alimentation 4 et 7,
pour VCC+, VCC-, donc plus 15, moins 15 en général. On a des broches additionnelles, les broches 1 et 5, hein, qui sont pas représentées ici, qui permettent éventuellement de faire une correction d'offset, hein, donc un décalage du zéro de l'ampli hop, et puis la broche 8 est systématiquement non utilisée. Voilà un petit exemple aussi d'un ampli hop, hein, qui est sur une platine affichable, hein, ce qu'on appelle souvent une platine LabDeck, qui permet de faire des petits montages de prototypage comme ça. En TP, on peut utiliser ce type de choses. Alors comment c'est fait à l'intérieur un ampli hop? Vous voyez la structure interne d'un ampli hop simple. Donc il y a pas mal de composants dedans. Alors on va retrouver quand même sur ce schéma, je ne vous demande pas de comprendre le schéma particulièrement, hein. On va retrouver les principales broches, hein, donc l'entrée non inverseuse, hein, c'est la broche 3, l'entrée inverseuse c'est la broche 2, les signaux d'alimentation c'est les broches 4 et 7, et puis la sortie, la broche 6. Bon, on a aussi les broches 1 et 5, hein, qui sont le décalage d'offset si nécessaire. On n'utilise pas tout le temps. Qu'est-ce qu'on va trouver principalement dans cette structure interne, dans ce schéma de structure interne? On va trouver partout, hein, donc ces petits symboles, hein, à trois pattes, ces petits composants à trois pattes, ce sont des transistors. Alors les transistors, c'est pour moi la plus grande révolution du XXe siècle, largement, ce qui a permis de faire énormément de choses, donc notamment des ampli hop, qui permettent de faire énormément de fonctions électroniques, mais également c'est à la base des microprocesseurs, hein, que vous avez dans votre poche quand vous avez votre téléphone, dans les ordinateurs, etc. Sans transistor, en fait, vous seriez pas en train de regarder cette vidéo, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, qui a permis le développement de l'informatique, des calculs, etc., etc. Au niveau représentation des ampli hop, on a la norme européenne, donc celle qu'on utilisera dans ce cours. C'est un rectangle avec moins et plus, donc les entrées inverseuses et non inverseuses, et puis la sortie S qui est à droite. Le petit symbole delta infini qui est à l'intérieur, ici, ça veut simplement dire, hein, donc le delta, le triangle, représente une amplification, et le infini, ça veut dire que dans l'idéal, il amplifie à l'infini, on va le voir ensemble, hein, la différence de tension entre l'entrée plus et l'entrée moins. L'autre représentation, donc anglo-saxonne, hein, ce qui explique le triangle d'ailleurs, hein, il est sous forme de triangle, donc on le voit énormément dans les schémas, c'est vraiment le même principe, avec donc entrée moins, entrée plus et sortie. Sur les schémas, on fait généralement pas figurer l'alimentation. Il faut bien penser qu'il faut qu'il soit alimenté, un ampli hop, pour qu'il puisse voilà, faire la fonction pour laquelle il est prévu. Alors les régimes de fonctionnement, comment ça fonctionne? Un ampli hop, c'est un amplificateur de différence, donc il va amplifier la différence entre l'entrée plus et l'entrée moins. La tension de sortie sera proportionnelle à cette différence. Donc je remets le schéma de l'ampli hop ici. Donc la tension de sortie, c'est mu fois V plus moins V moins. V plus moins V moins, donc c'est l'écart entre la tension sur l'entrée non inverseuse et l'entrée inverseuse. C'est ce qu'on note epsilon. Epsilon, c'est cette différence que je fais apparaître ici sur le schéma. Donc c'est une tension. Et puis on va le voir que le mu, hein, donc le gain de l'ampli hop, est très grand. Typiquement, il est de l'ordre de 10 puissance 5, donc 100 000. Donc il multiplie par 100 000 la différence entre V plus et V moins. Donc évidemment, il suffit d'une très petite différence entre V plus et V moins pour que la tension de sortie monte très très haut. Alors, ce sera pas tout à fait vrai, hein, on va le voir, cette tension de sortie va monter très très haut, mais elle va être limitée, hein, on va avoir un phénomène de saturation, elle va être limitée dans le négatif ou dans le positif, hein, à des valeurs qu'on note Vsat- et Vsat+, hein, tension de saturation, qui sont très proches des tensions d'alimentation, tout simplement. Il ne peut pas fournir plus que ce qu'on alimente. Si on alimente en plus 15, moins 15, il ne pourra pas sortir plus que plus 15 ou moins que moins 15. Il va même sortir un petit peu moins, la plage de sortie est un peu plus faible. 1 à 2 volts de moins. Alors, sur cette courbe ici, on représente la tension de sortie en fonction de l'écart entre V plus et V moins, donc epsilon. Typiquement, c'est une équation de droite, hein, Vs égale mu fois epsilon, avec donc la pente, c'est mu, c'est une pente très très grande, dans un ampli hop classique. Mais on va avoir un phénomène de saturation, hein, donc la tension de sortie ne peut pas s'élever à l'infini comme ça, donc on va se limiter à une certaine tension, Vsat plus ou Vsat moins, donc c'est un phénomène non linéaire de saturation,
Voilà, ces tensions V7+, V7-, sont très proches des tensions d'alimentation à 1 ou 2 volts près. Voilà, si on l'alimente en plus 15, moins 15, il va pas sortir plus que 13 volts, 13 volts 5, quelque chose comme ça. Ça va dépendre des amplis. Donc bon, ici, hein, la tension de sortie est limitée, hein, si l'écart entre V+, et V- est trop grand, donc à, mettons 14 volts par exemple, elle peut être limitée à moins 14 volts dans l'autre sens. Donc on va, quand on est entre ces deux pointillés ici, on est en régime linéaire. On verra comment on se place en régime linéaire. Et puis dans les deux autres cas, hein, c'est le régime de saturation et le régime saturé. Alors l'ampli-up idéal, hein, l'ampli-up parfait, on va considérer que le coefficient d'amplification mu est infini. Alors c'est pas tout à fait vrai dans la réalité, mais en fait on fait une approximation très très faible. Hein, il y a peu de cas où on est obligé de considérer que mu est pas réellement infini. Et donc en régime linéaire, on va se retrouver dans une situation où finalement, pour que la tension de sortie soit pas saturée en plus ou en moins, il faut que epsilon, hein, l'écart entre V+ et V-, soit égal à 0, et donc que V+ soit égal à V-. Donc en régime linéaire, V+ est égal à V-. Cette relation hein, est très très importante. L'autre relation qu'on va trouver, alors oui, pardon, la caractéristique hein, de la tension de sortie en fonction de epsilon de l'ampli-up idéal, bah en fait, si je considère que mu est infini, cette pente elle est infinie, donc elle est infiniment raide, hein, elle est verticale. L'autre relation très importante, c'est que les courants sont nuls en entrée. Donc ça c'est une propriété de l'ampli-up hein, qui est très très importante. Le courant consommé sur l'entrée plus et sur l'entrée moins sont tous les deux égaux à 0. Donc pour un ampli-up idéal, c'est pas exactement le cas, hein, ça va être des micro-ampères pour un ampli-up réel, mais c'est la plupart du temps largement négligeable. Alors, dans quel cas on va être en régime linéaire? On va être en régime linéaire s'il existe une contre-réaction, ce qu'on appelle une contre-réaction, c'est-à-dire une liaison entre la sortie, qui est ici, et l'entrée inverse de l'entrée moins. Donc il faut qu'il y ait soit un fil, soit un composant, une résistance, un condensateur, un ensemble des deux, hein, par exemple, pourquoi pas une inductance, entre la sortie et l'entrée moins. Sinon, si c'est pas le cas, hein, si on n'a pas de contre-réaction, on sera en régime saturé. Alors on en reparlera un petit peu plus tard, hein, plutôt dans le chapitre 7 sur les actionneurs du génie du procédé. En régime saturé, la tension de sortie ne peut valoir que deux valeurs, V7+ ou V7-, vu que l'amplification est potentiellement infinie. Et tout simplement, hein, si V+ est supérieur à V-, epsilon est positif, et même s'il est très très petit, hein, la tension de sortie va partir vers l'infini, elle va être saturée à V7+, hein, qui est environ égal à la tension d'alimentation, encore une fois 1 ou 2 volts près. Et puis si V+ est inférieur à V-, alors la tension de sortie est négative, elle est à disons moins 14 volts. Donc ça, on l'utilisera notamment sur le montage comparateur pour générer un signal logique modulé. On en reparlera dans le chapitre 7. Alors un premier exercice hein, que je vais résoudre directement dans ce cours. Donc c'est le montage le plus utilisé hein, des montages à ampli-up. Donc vous voyez qu'il y a aucun composant directement, mais on voit bien qu'il y a une contre-réaction, donc une liaison de la sortie sur l'entrée moins. Donc on est bien en régime linéaire, et puis on va déterminer justement la relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Je vais mettre ici. Donc on va écrire une loi d'émail. Alors en fait on a une seule maille qui est intéressante à considérer ici, hein. Ça va être cette maille-là, alors je vais essayer de la dessiner correctement. Alors, en général on les dessine pas parce que sur un schéma bah, ça va prendre beaucoup de place et puis on va plus très bien voir le schéma, etc. Donc cette maille-là, hein, je vais l'écrire. Alors une loi d'émail, hein, je vous rappelle, le principe c'est que quand on parcourt une maille, hein, donc on doit revenir à son point de départ, toutes les tensions qu'on va trouver dans le sens de parcours de la maille, on va les noter en positif, et toutes les tensions qu'on trouve à l'inverse du sens de parcours de la maille, hein, comme ici epsilon, on va les compter en négatif. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? Bah, je pars d'en bas à gauche, hein, donc je vais trouver d'abord UE dans le bon sens, donc je vais avoir plus UE. Ensuite, je vais trouver epsilon à l'envers, donc moins epsilon, donc la différence entre V+ et V-. Là, c'est un fil, hein, donc pas de différence de potentiel à ces bornes. Et puis, arrivé ici, hein, pour aller de là à là, je vais trouver US à nouveau à l'envers, donc je vais noter moins US.
et l'ensemble de ces tensions, positives ou négatives, suivant qu'elles sont dans le sens de parcours ou à l'inverse. Donc la somme de tout ça doit être égale à 0. Donc voilà pour cette loi d'émail. Alors là, on va utiliser une des propriétés très importantes de l'ampli-hop, c'est que epsilon est égal à 0 quand on est en régime linéaire. C'est le cas ici, puisqu'encore une fois, on a une contre-réaction entre la sortie et l'entrée moins. Et donc, on va trouver très rapidement que US, si je le passe de l'autre côté du égal, epsilon étant égal à 0, je vais trouver que US est égal à U. Voilà. Donc c'est ça que fait le montage suiveur. Il recopie en sortie la tension d'entrée. Alors on peut se dire que c'est assez inutile. Simplement, il y a une propriété qui est très intéressante, c'est que, je vais peut-être faire apparaître ça d'une autre couleur, c'est que l'autre propriété, c'est que le courant qui est consommé ici, il est égal à 0. Et donc, qu'est-ce que va faire ce montage? Eh bien, il recopie en entrée, en sortie ce qu'il a en entrée, mais puisque, je vais l'écrire ici, puisque I plus est égal à 0, ce montage ne recopie la tension d'entrée en sortie sans consommer de courant. Je vais l'écrire complètement. Donc sans consommer de courant, sans consommer de puissance. Donc sans que la partie qui est en amont, un capteur par exemple, donc sans que le capteur soit perturbé par ce qui va être derrière, après US, là on imagine que on va se servir de cette tension, etc. Donc la partie en aval, donc qui sera après ce circuit-là, n'influe pas sur la partie en amont, la partie qui est avant ce circuit-là, donc par exemple un capteur. Ça peut être n'importe quel autre montage électronique. C'est ce qu'on appelle aussi une adaptation d'impédance. En fait, on va dire que l'impédance d'entrée de l'ampli-hop est infinie. Et donc, il consomme pas de courant. D'impédance. Ou encore voilà ce qu'on appelle un tampon de tension, ou encore un buffer en anglais. Et en fait, cette propriété-là fait que l'ampli-hop, sur le montage suiveur, on le retrouve vraiment partout. Partout, on a besoin de prélever une information sous forme de tension, et sans influer sur ce qui est en amont. Donc très 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 important. Ça permet, en gros, c'est une isolation. Je vais mettre entre guillemets entre l'amont et l'aval. Alors, on le reverra plusieurs fois, ce montage suiveur, très important, notamment sur l'exercice 4 qui concerne le pH mètre. Voilà pour ce premier montage, donc la grande star des montages à ampli-hop, celui qui est, je pense, largement le plus utilisé. On va avoir un autre montage, donc le montage amplificateur non inverseur, puis on en verra d'autres après. Donc ici on est dans une configuration où j'ai deux résistances, R1 et R2. Voilà, l'entrée moins est reliée grâce à cette résistance A au fil du bas, donc ça c'est la masse, c'est la référence de tension, on va dire que c'est les 0 volts. Et puis j'ai bien une résistance entre l'entrée moins et la sortie, donc ça c'est la contre-réaction. Donc tout à l'heure c'était via un fil, ici c'est via une résistance. Alors on va essayer de résoudre ce problème-là. Alors je fais apparaître ici des points, des noms de points, donc A, ce point ici. Alors ça c'est pour s'y retrouver sur le schéma. Quand on fait une analyse d'un circuit électronique, on commence par analyser le schéma. Donc je mets un point B ici, un point C ici, le point D, et puis les points concernant la masse. Pour que ce soit bien clair et net, je mets M1, M2, M3. Ces trois points sont évidemment au même potentiel. On va dire que c'est le 0 volt. Alors, on va faire apparaître également donc des courants. Donc I1 le courant dans R1, fort logiquement. Je vais noter I2 le courant dans R2. Je le flèche dans ce sens-là, je l'aurais pu le flécher dans l'autre sens, peu importe.
je fais aussi apparaître le courant I- ici, hein, c'est le courant d'entrée de l'entrée inverseuse. Et on sait que I- sera égal à 0 au passage, hein, puis que epsilon sera égal à 0 puisqu'on est en régime linéaire sur un ampli qu'on considère idéal. On va donc maintenant poursuivre l'analyse du schéma en faisant apparaître les tensions. Alors plutôt que de l'appeler UR1, la tension au bord de R1, et puis ensuite d'utiliser la loi d'Ohm en disant que UR1 égale R1 fois I1, donc ça ferait apparaître des variables supplémentaires qu'on éliminerait ensuite grâce à la loi d'Ohm, je préfère mettre directement sur la flèche de tension ici que c'est la tension R1I1, hein, plutôt que je ne fais pas apparaître que c'est UR1 cette valeur. Même chose aux bornes de R2, hein, elle est parcourue par le courant I2. Je flèche bien attention à l'inverse, hein, du sens que j'ai choisi pour le courant. Encore une fois, c'est arbitraire, hein, j'aurais pu choisir I2 dans l'autre sens, hein, ça changerait les équations, mais pas le résultat final, bien sûr. Et donc je flèche ici R2, I2. Donc on va écrire diverses lois. La loi des nœuds en B, hein, donc il y a un seul nœud qui est intéressant hein, ici. Le nœud en C est pas très intéressant parce que, en gros, l'ampli-op va fournir un courant ici suffisant, tout simplement, alors, dans certaines limites, il ne faut pas qu'il y ait 3 ampères qui sortent, hein, forcément, l'ampli-op ne pourra pas sortir une puissance très importante, mais il va fournir suffisamment par rapport à ce qui est consommé par ce qui est branché hein, derrière ce montage. Donc on va écrire la loi des nœuds en B, on va écrire, donc c'est un seul nœud à utiliser, puis on va écrire deux lois des mailles. Alors j'ai choisi, hein, mais c'est arbitraire, on peut écrire plusieurs mailles, mais j'ai choisi ici d'écrire la maille AB, alors ça va être cette maille-là, AB, D, M2, M1. Donc voilà la maille. Alors encore une fois, en la dessinant, ça prend toute la place sur le schéma, donc c'est pas génial. Et puis on va écrire une autre loi des mailles qui est M2, D. Alors je pars d'ici, donc B, C, et puis voilà, pour plus d'honnêteté, j'ai mis M3, et puis je reviens à M2. Donc voilà les deux mailles qu'on va utiliser, et puis ça nous permettra de déterminer la relation entre tension de sortie et tension d'entrée, donc la relation US en fonction de UE. Et on verra que c'est effectivement US égale UE facteur de 1 plus R2 sur R1. Alors un autre montage, hein, un autre schéma du montage, hein, du même montage. Alors vous voyez que j'ai inversé entre ce schéma-là et l'autre les entrées moins et les entrées plus, donc c'est vraiment rigoureusement exactement le même montage. Donc certains peuvent trouver ça plus clair de le voir de cette manière-là. Moi j'ai tendance à toujours laisser l'entrée moins plutôt en haut, hein, de manière à bien voir la contre-réaction et à voir que l'ampli-op est toujours dans le même sens. Hein. Donc, faut se méfier des montages, à bien regarder quelle est l'entrée plus, quelle est l'entrée moins, et le epsilon dans ce cas-là il serait fléché dans l'autre sens. Alors, peu importe puisque epsilon est égal à 0, in fine. Donc on va écrire ces lois des nœuds, cette loi des nœuds en B. Donc la loi des nœuds, hein, je vous rappelle, la somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Donc ici, le courant qui arrive au nœud B, hein, donc je suis ici, hein, c'est I1, hein, c'est le même courant bien entendu qui arrive ici, c'est toujours I1. Et puis c'est le seul courant qui rentre à ce nœud, et puis il y a deux courants qui en repartent, hein, I- et I2. Donc I1 pardon, égale à I- plus I2. On va pouvoir écrire tout de suite cette propriété très importante de l'ampli-op hein, qui fait toute sa force, c'est que I- égale 0, et donc on va trouver immédiatement que I1 égale I2. Voilà. Ensuite, donc, je vais peut-être effacer mes annotations, celle-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Excusez-moi. Donc je reviens à l'écriture de la maille. Alors je vais pas la redessiner hein, puisque c'est vraiment ça prend toute la place sur le schéma. Mais ici je vais simplement donc hein, de A, B, D, M2, M1. Donc je visualise bien cette première maille ici. Donc je vais trouver d'abord en partant de A, je vais trouver R1I1 mais à l'envers. Donc je vais avoir moins R1I1. De B à D, je vais trouver epsilon dans le bon sens. Alors, on s'en fiche encore, hein, puisque epsilon sera égal à 0. Ensuite, de D à M2, je vais trouver UE, mais également à l'envers.
Et puis je suis revenu à mon point de départ, entre M2 et M1 et A, hein, j'ai un fil, donc j'ai pas de différence de potentiel. Et donc la somme de ces tensions-là, sont toutes fléchées négativement, hormis epsilon, dans ce cas-là, est égale à 0. Donc or, hein, toujours pareil, epsilon égale 0. Alors on vous demande d'écrire la relation avec epsilon, même si on sait qu'epsilon est égal à 0. Hein. Tout comme avec les lois des nœuds, hein, il faudra écrire les i- ou les i+, etc. Alors qu'est-ce que ça va nous donner ici? Si je passe, alors ce que je veux c'est exprimer I1 en fonction de UE. Donc si je passe le moins R1 I1 de l'autre côté du égal, ça va me faire plus R1 I1. Et si je veux isoler le lien, ça va me faire donc moins UE sur R1. On va voir pourquoi je fais de cette manière-là juste après. Donc maintenant on va écrire l'autre loi d'émail, donc c'est M2DBCM3, donc cette maille-là, encore une fois je ne la redessine pas. Alors je vais trouver en premier UE dans le bon sens, donc plus UE. Ensuite je vais trouver epsilon à l'envers, donc moins epsilon. Ensuite en passant dans R2 je vais trouver la tension R2I2 à l'envers. Mais ici, tant qu'à faire, pour aller un petit peu plus vite, je vais écrire directement que I2 égale I1. Et donc, je vais plutôt remplacer tout de suite par I1, et puis ensuite, on pourra remplacer I1 d'ailleurs par son expression qu'on vient de trouver juste avant. Voilà, I1 égale I2. Et ensuite, je vais trouver, entre C et M3, je vais trouver US à l'envers, et puis de M3 à M2, hein, j'ai pas de différence de potentiel, donc je suis revenu à mon point de départ, donc c'est égal à 0. Toujours pareil, or epsilon égale 0. Et donc, ce que je veux, c'est exprimer un US. Alors, je vais le passer de l'autre côté du égal. Ça va être égal à UE, moins epsilon, mais epsilon égale à 0, donc ça se retire, moins R2 fois I1. I1, tant qu'à faire, je vais tout de suite le remplacer par son expression qui est moins UE sur R1. Voilà. Et je suis presque arrivé au bout, hein, ici. Alors, je vais simplifier un petit peu ça. Donc, UE, le moins par moins, ça va faire plus ici, et je vais avoir UE fois R2 sur R1. Ou encore, US, c'est, donc en mettant en facteur le UE, hein, UE facteur de 1 plus R2 sur R1. Donc voilà pour cette expression de ce montage amplificateur non inverseur. Alors, il est non inverseur puisque US est du même signe que UE, à la différence du montage amplificateur inverseur, hein, qu'on verra, qui est plutôt plus simple à utiliser. Et puis il est amplificateur parce que vous voyez que la parenthèse est forcément supérieure à 1. Les résistances sont strictement positives, bien sûr, donc US sera forcément supérieur à UE, hein, éventuellement supérieur ou égal, hein, si R2 est très petit devant R1, R2 sur R1 deviendrait presque négligeable. Alors ça c'était la question 1. Alors la question 2 concerne, pour avoir US qui vaut 2 fois la tension d'entrée, 2 fois UE. Bon, c'est une question assez facile, hein, tout simplement. Il faut que le contenu de la parenthèse soit égal à 2, et donc que R2 sur R1 soit égal à 1, et donc R2 égale R1. Donc pour avoir US égale 2 fois R1, il suffit de 2 fois, US égale 2 fois UE, il suffit d'avoir R2 égale R1. Exemple, hein, R1 égale R2. Alors en électronique, hein, on a la valeur typique de résistance, hein, la valeur de base, c'est 1 kg. On n'a pas des résistances trop faibles, hein, sinon les courants seraient trop élevés et des composants auraient tendance à cramer. Donc 1 kg, 10 kg, ce genre de choses. Donc voilà pour ce petit exercice, hein, sur le montage amplificateur d'un inverseur. Voilà. Le troisième exercice, hein, de ce chapitre concerne le montage soustracteur. Alors vous voyez à nouveau que c'est un montage linéaire, puisque j'ai une contre-réaction entre la sortie et l'entrée moins, donc via la résistance R2. Mais ici, j'ai en plus deux autres résistances, R3 et R4, qui sont présentes ici. Et donc, on va déterminer la relation entre la tension de sortie et les deux tensions d'entrée V1, V2. On verra que ça fera une soustraction, entre autres, hein, pas uniquement. Et puis, on verra ce qui se passe si R1 égale R3 et R2 égale R4, et puis si R1 égale R2 et R3 égale R4, ou si les quatre résistances sont identiques d'ailleurs, hein, 4 fois 1 kΩ par exemple, on verra ce que ça donne. Alors pour analyser ce schéma, toujours la même chose, on va placer des points, donc A, B, C, D, E, et puis
pour que ce soit bien clair, je mets des points M1, M2, M3 concernant les 3 points de masse, qui sont même potentiels. Et puis, ce que je vous propose, c'est que vous écriviez les différentes lois, et puis essayez de résoudre cet exercice. Alors, il y a pas mal de calculs. Ça peut se faire relativement rapidement, mais en testant, en essayant bien dans le bon sens. Voilà. N'hésitez pas à tester dans tous les sens pour essayer de trouver cette relation entre VS et puis V1, V2. Donc, il faudra écrire la loi des nœuds en B, la loi des nœuds en E. Donc, il faut placer des courants I1, I-, I2, I3, I4, I+, etc. Aux différents points. Donc, écrivez les deux lois des nœuds. On pourra dire que I- égale 0 et que I+ égale 0, et vous verrez que I1 sera égal à I2, que I3 sera égal à I4. Un peu comme l'exercice précédent. Il faudra aussi écrire des lois des mailles. Donc, ce que je propose dans cet exercice, c'est d'écrire la loi de la grande maille extérieure. Donc A, B, C, M3, M1. Donc il faudra, même chose, flécher les tensions au bord de R1, de R2 et voir que c'est R1, I1, R2, I2. Même chose pour R3, R4, bref. Une loi des mailles pour D, E, M2, M1, donc la petite maille qui est juste en bas ici, avec V2, R3, R4. Et puis, enfin, une loi des mailles A, B, E, M2, M1. C'est ce que je propose. Et ça nous permettra de résoudre l'exercice. Donc on verra ça en classe, ensemble, comment faire ça, mais encore une fois, je vous encourage vivement à essayer par vous-même de faire tout ça. Voilà, je vous remercie, c'est la fin de cette première partie sur le chapitre 3, et on se voit bientôt pour la vidéo sur la deuxième partie sur les filtres. Bonne journée.